Une policière a été happée et traînée par un véhicule dans le Val d'Oise dimanche 1er février. Un chauffeur VTC âgé de 51 ans a refusé d'obtempérer lors d'un contrôle policier. En Loire-Atlantique, ce sont 3 policiers qui ont été blessés après une fuite dans la nuit de dimanche à lundi. Des policiers ont pris en chasse un véhicule après un refus d'obtempérer. 3 policiers ont été grièvement blessés. En Seine-et-Marne, des policiers ont été heurtés lors d'un refus d'obtempérer. Là aussi, pendant ce week-end, un camion a percuté les fonctionnaires, blessant 3 policiers sans pronostic vital engagé. Un suspect a été interpellé. Beaucoup de questions se posent. À partir de quand la peur remplace-t-elle l'autorité? Qu'est-ce qui ne dissuade plus aujourd'hui? Est-ce que l'État punit trop tard ou pas assez? Est-ce que la loi est encore crédible sur le terrain? Est-ce qu'on fuit la police ou la sanction qui devrait suivre? Que vaut une fermeté sans conséquence immédiate? Pourquoi ce nombre de refus d'obtempérer en augmentation? Gabriel Cluzel, je commence par vous, ensuite Éric Tegner et puis Bruno Pomar, pour pouvoir aller plus loin dans ce constat quotidien de refus d'obtempérer dangereux pour les Français et les policiers. Non. J'ai dû relire plusieurs fois ce chiffre parce que je me disais, non mais j'ai dû me tromper, ça doit être, le chiffre doit concerner les 5 dernières années. Mais non, j'ai vérifié, il y a bien 75 à 80 refus d'obtempérer par jour, soit un toutes les 20 minutes, Oui, en faisant des divisions, si je ne me trompe pas. Donc c'est absolument terrifiant. Donc que veut dire le mot obtempérer? Le mot obtempérer veut dire obéir et comment dire, se plier aux règles de la loi et notamment aux injonctions d'un policier de s'arrêter, ça fait partie du contrat social. On nous bassine avec le vivre ensemble, mais refuser d'obtempérer, c'est refuser de vivre ensemble. Il n'y a plus de vivre ensemble en réalité. Si, il y a toujours un vivre ensemble entre ceux, je dirais, les Français ordinaires, silencieux, qui paient leurs impôts, enfin, qui font tout dans les clous, qui jouent les règles du jeu. Mais il y a toute une partie de la population qui ne joue plus ces règles-là, qui est hors du jeu, qui ne vit pas ensemble. Donc c'est le vivre ensemble, sauf certains. Et cela, non seulement met en danger la police, mais encore une fois, j'aime à le répéter, c'est pas seulement la police, mais c'est nous, évidemment, puisque derrière la police, enfin la police est évidemment le dernier rempart. Donc oui, la police ne fait pas peur. Et c'est terrible parce que la police doit faire peur. Pourquoi ne fait-elle pas peur? Parce qu'en réalité, elle est considérée comme une bande comme les autres, une bande rivale. Et puis parce que derrière, la justice ne la soutient pas. C'est-à-dire que c'est à la fois le tonneau des Danaïdes et le rocher de Sisyphe. Ils arrêtent toujours les mêmes tout le temps, qui sont remis dans la rue. Alors évidemment, cela leur ricane au nez. Et c'est absolument insupportable, tant pour eux que pour nous. Écoutez Laurent Nunez, interrogé sur TF1 sur la faute hausse des refus d'obtempérer avant d'entendre Éric Tegner et Bruno Pomar. Les refus d'obtempérer ont augmenté, on est à 28 200, c'est plus 11% par rapport à l'année dernière. C'est pas une situation d'échec, c'est un constat qu'il y a de moins en moins de respect de l'autorité dans notre pays et qu'il faut la réaffirmer. Et sur ces 28 200 refus d'obtempérer, il y en a plus d'un tiers qui comportent une mise en danger de la vie d'autrui. C'est ce qu'on a vu hier à Nantes. Il y en a eu 2 cette nuit, oui, je vous confirme. Il y a eu 2 Saint-Cyr-l'École et Toulouse. Avec Toulouse, un refus d'obtempérer. À Toulouse, non, mais à Saint-Cyr-l'École, on a un policier municipal qui est légèrement blessé. Et pour Toulouse, c'est une prise en charge qui s'effectue à Toulouse et qui se termine à Carcassonne. 94 km de course-poursuite. Vous savez quoi? J'ai regardé un petit peu toutes les fois, je vous donne la parole, hein, mais j'ai regardé toutes les fois où le ministre de l'Intérieur a dit « je condamne fermement ». Moi, ça me fait mal. Non mais vraiment. 15 novembre 2025, condamnation d'une messe en hommage à Philippe Pétain à Verdun. Je condamne fermement toute tentative de réhabilitation. 2 décembre 2025, à propos du vandalisme et de la profanation dans une mosquée au Puy-en-Velay. Je condamne fermement les actes de vandalisme et de profanation. 24 janvier 2026, violence urbaine à Bourges visant un poste de police municipale. Je condamne fermement les violences urbaines. 25 décembre 2025, dans les Vosges, après un refus d'obtempérer et renversement de 2 gendarmes. Je condamne fermement cet acte grave. Et je peux continuer ainsi. Ce sont les propos de notre ministre de l'Intérieur. On marque une pause et on revient avec l'analyse d'Éric Tegner sur Europe 1. Et avec vous aussi, chers auditeurs, au 01 80 20 39 21 de 11h30 à 13h. Non, mais j'ai envie de savoir qui refuse d'obtempérer. C'est une véritable question. Si vous refusez d'obtempérer, appelez-nous. Si vous ne refusez pas d'obtempérer, appelez-nous. Quel est le profil de celui qui refuse d'obtempérer? Bon, Éric Tegner, je vous laisse parler parce que je parle trop ce matin. Vous avez raison, tout à l'heure, Christine Kelly, lorsque vous évoquez Laurent Nunez, notre ministre de l'Intérieur. Effectivement, le
florilège des je condamne s'ajoute à la République ne tremblera pas, ma main ne tremblera pas, nous nous tiendrons fort. Vous savez, en permanence, ça fait des années qu'on entend cette logorée. Je tiens à noter que le ministre de l'Intérieur aurait pu tout simplement, samedi dernier, se tenir aux côtés des policiers qui ont fait une grande manifestation, qui l'ont invité à se joindre à cette manifestation. Et visiblement, il préfère être sur les réseaux sociaux qu'aller sur le terrain aux côtés des policiers qui pourtant ne le font pas tous les jours. Et Gérald Darmanin, on se souvient à quel point lui, ministre de l'Intérieur, eh bien, s'était rendu du côté des policiers. Le deuxième élément, moi je trouve qu'il y a une sorte de paradoxe. On est dans un pays où on entend toujours « la police tue ». Et dans le même temps, ces gens n'ont pas peur de la police. Donc ça montre qu'il y a un problème. Si la police tuait vraiment, le jour où un policier vient vous arrêter, vous vous tenez à carreau dans ce cas-là. Parce que dans certains pays où la police est vraiment répressive, honnêtement, c'est très dur. C'est-à-dire, même Gabriel tout à l'heure disait, oui, mais ils se comportent avec les policiers comme avec des bandes rivales. Je pense qu'ils font beaucoup plus attention aux bandes rivales parce que celles-là sont armées, parce qu'elles peuvent répliquer aujourd'hui. Moi, je pense aujourd'hui qu'il faut tout simplement réinstaurer la peur, une véritable peur. Et cet argument de la police tue, justement, c'est pour désarmer les policiers. Les désarmer moralement, les désarmer politiquement pour qu'ils n'aient rien à faire. Et pour terminer sur la logorée des politiques, il y a 15 jours, dans la niche parlementaire des Républicains, il y avait une proposition, une loi qui était toute faite, bien écrite sur la présomption de légitime défense pour les policiers. Eh bien, la gauche a fait obstruction, cette loi n'est pas passée, donc on se contente aujourd'hui de devoir débattre, de devoir commenter ces refus d'obtempérer. Il y a des lois, elles sont écrites, mais rien ne se passe. Mais c'était Éric Tegner sur Europe 1. Très intéressant de parler effectivement de cette loi et de voir comment on se couche devant les possibilités effectivement de faire avancer les choses. Bruno Pomar, vous qui êtes un spécialiste de ces sujets, quel regard, j'aime bien poser aux gens cette question, vous portez sur cette actualité? Encore un refus d'obtempérer, encore commenter le réel. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus ce matin, sinon avoir honte? Alors, je voudrais juste revenir un instant en arrière. J'ai bien fait de poser des questions. Eric, par rapport à la manifestation et la présence du ministre intérieur. Vous savez que je soutiens beaucoup Laurent Nunez parce qu'il fait partie de ces rares ministres intérieurs qui ont été un véritable homme de terrain et pas un politique. À ces postes-là, souvent, ce sont des politiques purs et durs. Il a été très bon préfet de police. Donc, je voudrais remettre les pendules à l'heure. Bon, Gabriel n'est pas d'accord, mais on va lui donner la parole tout à l'heure. Oui, de savoir que le ministre de l'Intérieur ne s'est pas présenté à cette manifestation et c'était bien pas un calcul politique de sa part. C'est simplement, Eric, vous avez oublié qu'il y a des élections professionnelles. Qu'Alliance a lancé cette idée de faire cette manif pour soutenir les policiers. En soi, pourquoi pas, mais il y a quand même une petite arrière-pensée politique et électorale, syndicale. On n'a pas vu unité, ni la 14... France meurt et on parle des bisbilles entre les syndicalistes. Recadrer un petit peu, recadrer, façon de parler, Eric, dans ses propos par rapport à la... Mais on n'est pas en division des syndicats. Je pense que ce qui le dérangeait uniquement, c'est qu'il y avait des personnalités de droite qui s'étaient mobilisées, comme Marion Maréchal, comme Sarah Knafo, et donc Laurent Nunez, si vraiment c'était l'homme qui rassemblait, ça se serait. C'est-à-dire que cette idée que s'il y avait eu tout le monde, il serait venu, non. Justement, je pense que s'il n'y avait pas eu ces politiques de droite, peut-être aurait-il envisagé de venir. Mais pourquoi il n'y a pas eu les 14 représentations syndicales présentes? Il aurait dû les appeler à le faire, Laurent Nunez. Ah, mais non, il aurait pu lui dire, pas vous n'avez qu'à venir, etc. Mais en attendant, il est invité. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il fait une réunion, il compte tous les syndicats. Pardonnez-moi. Est-ce qu'on peut parler de ce qui nous rassemble, de ce qui nous divise? Vous avez raison. Non, mais c'est intéressant de souligner ce que vous avez dit. On a bien entendu. Mais allons plus loin pour essayer de voir pourquoi. Moi, Bruno Pomar, moi j'ai l'image maintenant d'un policier. Vous savez, comme un chien qui vient, il aboie, il court vers vous, et puis il saute sur vous, mais en réalité, il n'a pas de dents. Ce n'est pas que ça. C'est ça la police aujourd'hui. Elle ne fait plus peur. Non, c'est très caricatural ce que vous dites. C'est pour vous faire réagir. Les policiers font un boulot formidable, évidemment. Mais ça on va le peut-être sait, faire rire certains d'entre vous, mais pas du tout, on le sait. Non, ça nous fait pas rire. Ils font un travail formidable. Ils le font, évidemment, avec la loi qui n'est pas toujours présente comme on le veut, et on l'a vu, puisqu'il y a une augmentation de près de 3000 refus d'obtempérer entre l'année dernière et cette année, 25 000, 28 000, donc c'est énorme. Voilà, c'est pas la faute des policiers qui font leur boulot sur le terrain, les 153 000 policiers, les 100 000 gendarmes, les 27 000 policiers municipaux qui sont présents sur le terrain, ils font un travail formidable dans une société qui est de plus en plus ensauvagée. C'est pas nous.
gens ensauvagés, c'est une minorité qui crée des troubles considérables, que ce soit à travers le narcotrafic, que ce soit avec les violences urbaines, que ce soit avec les comportements de gens qui font des refus d'obtempérer, qui font prendre des risques à tout le monde. Donc il y a effectivement, encore une fois, à revoir la loi, et là c'est la responsabilité du législateur, c'est pas la responsabilité du ministre de l'Intérieur. D'afficher sa fermeté, que l'État puisse montrer son autorité. Darmanin l'a fait, Retailleau l'a fait, etc. Oui, ils sont dans l'incantation, tous. Non, mais la différence entre Retailleau et Nunez, il faut arrêter d'être dans le... Non, mais il faut arrêter dans le verbe, il faut être dans l'action aussi. Gabriel Cluzel refuse de voir un certain nombre de réalités. Pardon, on l'a interrogé sur la surreprésentation des étrangers dans les crimes et délits. Il admet les chiffres, il dit oui, ce sont ces chiffres-là, mais je ne veux pas faire de lien. Mais je ne veux pas faire de lien, mais ok, donc tu dis qu'il y a un constat, mais que tu ne veux pas regarder en face ce constat. Gabriel, la politique là, sur le sujet. Non, mais non, c'est pas de la politique. Parlons technique. Mais attendez, on attend d'un ministre de l'Intérieur qu'il ait des propos réalistes. Là, ça vous choque technique, pas, la loi sur l'interdiction du port des voiles. Parler de la réalité, c'est parler de la politique. On parle pas d'immigration, on parle pas du voile, on parle du ministre de l'Intérieur. Sécurité publique. C'est pas la même chose. Parce que, pardon, alors non, mais moi je peux pas laisser dire ça. Gabriel Cluzel, elle est pas contente. Alors, parler de ces sujets-là, c'est de la politique. Maintenant, c'est parler de la réalité. Ça veut dire que vous avez un ministre de l'Intérieur qui ne veut pas regarder les diverses causes de la délinquance. Il vous dit clairement, celle-là, je l'écarte. Convenez que c'est un problème qui touche les Français. C'est pas un problème de politique, c'est un problème du ministre de l'Intérieur. Gabriel, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on est sur un sujet bien spécifique aujourd'hui, puisqu'on parle des refus d'obtempérer. Et là, vous êtes en train de dériver sur... Mais parce que vous nous dites qu'il est fantastique. Non, mais c'est un bon ministre de l'Intérieur. Bruno Pomar. La veuve Comines, c'est elle qui a fait le grand appel sur la question du refus d'obtempérer. Elle a considéré que l'État français avait une responsabilité. Il s'avérait que c'était un étranger en situation irrégulière qui a tué son mari. C'est les faits qui donc ça compte quand même. Ce n'est pas une généralité, mais c'est une composante d'une partie du refus d'obtempérer. À la fois certains cas d'étrangers, visiblement d'ailleurs celui de hier, il faut attendre les confirmations, mais certaines ont été données par des sites de policiers, est un étranger. Il y a des cas-là, il y a des cas dans les quartiers où c'est évidemment lié à l'immigration aujourd'hui. Oui, mais Gabriel a raison. C'est-à-dire que c'est une composante aujourd'hui très importante. Il y a l'État. Non, mais là, c'est fou d'avoir un ministre de l'Intérieur qui réfute le constat. C'est lui qui fait de la politique, c'est-à-dire qu'il a des chiffres et il dit je ne veux pas voir ces chiffres. C'est troublant. Je trouve que c'est important effectivement d'où tu parles. Quel est le profil de ce ministre de l'Intérieur? Et Bruno Pomar, je pense que vous êtes effectivement dans votre rôle de dire qu'il est bien, mais aussi on est dans notre rôle aussi de voir qu'il a hésité sur des chiffres, qu'il a été très bon préfet de police et depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, on peut se poser certaines questions. Et lorsque je fais la liste des je condamne fermement, on comprend effectivement qu'il ne peut que condamner fermement, mais on a envie d'avoir des ministres qui passent à l'action. Il nous habitue au mensonge, il nous a dit qu'il y avait 300 000 clandestins et le lendemain il y en avait 700 000, pardonnez-moi. Alors, je vais vous proposer d'écouter, avant d'avoir David qui attend en ligne depuis quelques instants, on lui donnera la parole. Écoutez hier le porte-parole d'Alliance Police en Ile-de-France, Reda Bellage, qui s'est exprimé sur le désarroi des forces de l'ordre face à l'explosion des refus d'obtempérer. C'était sur CNews. Aujourd'hui, vous êtes policier, quelles sont les options? Travaux d'intérêt général, les TIG. Si jamais il vous traîne sur quelques mètres, il va avoir une grosse sanction, 35 jours d'ITT. Si jamais il vous fonce dessus et vous faites usage de votre arme, vous serez jugé par 60 millions de personnes, comme dans l'affaire Naël, et puis vous allez sûrement aller en prison. Donc imaginez, dans nos têtes, nous, les flics, ce qui se passe en fait. Évidemment. À un moment. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'à un moment, la seule chose qui nous tient, je le répète souvent sur ce plateau, c'est le soutien des Français. Il y a 20 ans, franchement, c'est vraiment la chose positive, c'est qu'il y a 20 ans, on n'avait pas autant de soutien. Autant on avait beaucoup de soutien des élus, là qu'on n'a plus du tout. Mais en fait, à chaque fois, c'est pareil. Les mecs, excusez-moi le terme, les mecs, ils en ont absolument rien à foutre qu'on les arrête, en fait. Vous allez interpeller... Ils n'ont ni peur de vous, ni peur de la justice. Voilà, et c'est pour ça qu'on observe ces comportements. Ah non, mais... C'est leur vision des choses, parce que quand vous discutez, j'ai encore des collègues qui discutent des fois avec des jeunes qui essayent de discuter, même s'ils sont connus des services de police, qui vous disent mais on sait très bien que demain on sort. Je suis mineur, je sors. Je suis pas en récidive, je sors. Voilà, c'est puni de 2 ans. Jamais dans ma carrière j'ai vu un gars prendre 2 ans de prison pour refus d'obtempérer. Jamais dans ma carrière j'ai vu un gars prendre 2 ans de prison pour refus d'obtempérer. Bruno Pomar, pourquoi fuir plutôt qu'obéir? Parce qu'effectivement la justice ne suit pas. Ben voilà, vous l'avez tout dit, un choc d'autorité on attend. Ben, effectivement, mais ça viendra encore une fois, et j'en reviens à ce que je disais au tout début, c'est que le policier fait son job, interpelle, présente à la justice
des individus, évidemment, qui font des tentatives d'homicide et tout ce qu'on peut imaginer. Et ensuite, la justice derrière, eh bien, le résultat, c'est quoi ? Sur les refus d'obtempérer, c'est 4% de résultats. Sur les 18 000, si on arrondit, allez, à 20 000, ça fait... 4% de résultats, c'est-à-dire ça fait 800 personnes, 1000 personnes qui sont traduites devant la justice et qui sont incarcérées pour des faits de refus d'obtempérer. Donc c'est rien, effectivement. Le problème, il est aussi de la justice, mais je vous rappelle encore une fois que la justice, même si je trouve qu'il y a encore du travail à faire dans ce domaine en matière de répression très très forte sur des cas bien précis, on a 82 000 prisonniers dans ce pays, donc 30 000 qui sont en préventive. On a mis des gens en prison. Et on les relâche, on les relâche beaucoup parce qu'on n'a même pas de temps pour les autres. Christine, on en a 82 000 dans les prisons. Donc 25% d'étrangers, pardon. Hein, oui, je sais que ce n'est pas des sujets qui vous intéressent, mais... mais non, j'ai pas de souci là-dessus. Non, mais l'argumentaire qui tend à dire il n'y a jamais eu autant de gens dans les prisons, tendant à faire croire que finalement il n'y a pas de laxisme. Non, pardonnez-moi, c'est faux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plutôt une explosion de la délinquance. Donc forcément, à un moment, même en étant laxiste, il y a plus de monde dans les prisons. En plus, on nous avait promis 15 000 places de prison. On en a à peine 5 000 en 10 ans. Donc oui, c'est bien normal que ça soit rempli aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est obligé, sur certains cas, de ne pas les mettre en prison ou alors qu'ils aient plutôt des bracelets électroniques, etc. Mais tout le monde convient, même à gauche, que ça manque de places de prison. Donc on ne va pas commencer à utiliser l'argumentaire du les prisons sont pleines, ça veut dire que tout se passe bien. Moi je pense que c'est une question d'autorité de se faire respecter. Vous pensez que dans les pays, je ne sais pas, il y a ça aussi, hein, mais je veux dire dans tous les pays, et d'ailleurs dans tous les pays du monde, à part quelques-uns, la police est très sévère. C'est pas une question de place de prison, c'est une question d'autorité. Allez à Dubaï faire un truc pareil, allez au Maroc faire un truc pareil. Les gens s'autocensurent. On n'a même pas besoin de les mettre en prison. Les gens s'autocensurent. D'ailleurs, les prisons sont tellement terribles qu'ils n'ont pas envie d'y aller. Vous lâchez 500 €. Enfin, pour ceux qui ont 500 €, vous les retrouvez une semaine après au même endroit. Vous avez raison. Mais Christine, vous avez raison. Une fois, j'avais dit une phrase qui a fait polémique, mais je vais la redire. C'était lors d'une manifestation d'extrême gauche où il y avait notamment un collaborateur parlementaire LFI qui appelait à s'en prendre aux policiers. J'avais dit, il y a une seule solution, c'est la matraque et le bouclier. Ça veut dire qu'à un moment, l'usage de la force est légitime pour les policiers. Et ça, c'est la meilleure méthode. Parce qu'à un moment, ça évite des procédures judiciaires, c'est légitime, ça évite des places de prison, c'est ça la peur, c'est l'action immédiate. Merci Eric Tegner, on marque une pause. David, excusez-moi, je sais que vous êtes en ligne, je vous prends juste après, on marque une pause pour le JT. Restez en ligne mon cher David et appelez-nous aussi si vous êtes choqué par les refus d'obtempérer au 01 80 20 39 21. Merci beaucoup ma chère Émilie, prochain point avec vous sur l'actualité à 12h30 sur Europe 1. Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly et vous. Donc Christine Kelly et vous, nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Dans un instant, nous allons recevoir Fergan Aziari, auteur de l'Islam contre la modernité aux éditions de la Cité. Ça va être Gabriel Cluzel qui va l'interroger tout à l'heure vers 12h30 sur Europe 1. Beaucoup de questions à lui poser. Il fait beaucoup parler et ses propos sont clairs, nets, précis. Il ose dire ce que personne ne dit et ce que la République, la France même, tait. On en parlera avec lui tout à l'heure. On parlera aussi de la Commission sur l'audiovisuel public, des auditions qui se poursuivent et les réponses qui déçoivent. Est-ce que les questions et les informations ne sont pas que dans les questions? On va souligner plusieurs points dans un instant sur l'audiovisuel public, mais là nous sommes en train de parler des refus d'obtempérer chaque jour en France, avec 80 000 refus d'obtempérer, 80 refus d'obtempérer chaque jour en France. Nous sommes avec Bruno Pomar qui est dans le studio d'Europe 1 et avec David que l'on prend en ligne. Et vous 01 80 20 39 21, vous réagissez avec Christine Kelly de 11h30 à 13h sur Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. David, merci pour votre patience sur Europe 1 au 01 80 39 21. Vous dites en fait que tout le monde peut être victime de refus d'obtempérer et on n'en a pas conscience. Bonjour David. Oui, bonjour. Donc, déjà, merci de me donner la parole. C'est un plaisir. Je préfère prévenir, je ne fais pas dans la dentelle et je suis très factuel quand je m'exprime. Et en fait, je vais décliner. Une personne qui commet un refus d'obtempérer, ce contrevenant-là devient potentiellement un danger de mort. Un danger de mort pour l'agent de la force publique qui l'interpelle, pour les piétons, les cyclistes et les autres usagers de la route qui donc sont en proximité. À partir du moment où cette personne devient un potentiel danger de mort,
on l'élimine. Point. On l'élimine, point. Bruno Pomar, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non mais... Oui, j'entends bien. Il faut juste se mettre à la place du policier. C'est un peu radical. Pendant quelques années, j'ai été parce qu'après, il va en prison direct. Oui, exactement. L'affaire Naël, on l'a connue, et d'autres affaires. Et il y a peu de temps encore un policier municipal. Non, moi j'entends ce que vous dites. C'est en pratique, de façon pratico-pratique, c'est impossible évidemment, parce que les policiers ne prendront jamais le risque systématiquement de sortir une arme létale et de neutraliser quelqu'un. Et on le voit malheureusement à travers tous les refus d'obtempérer, comment ils tentent d'interpeller une voiture. Parfois ils sautent sur la voiture, ils essaient de rentrer dans la voiture, les policiers. Et c'est ce qu'elle faisait d'ailleurs, la policière, elle essayait d'enlever la clé, de couper le contact, et lorsqu'elle a été traînée, c'est pas qu'elle s'accrochait, c'est-à-dire qu'elle était déjà accrochée en essayant d'enlever le contact. Ça s'appelle tentative d'homicide sur agent dépositaire de l'autorité publique. Donc effectivement, c'est pour nos policiers très compliqué de faire du discernement dans des situations pareilles, parce que ça, c'est quelques dixièmes de seconde, parfois quelques secondes. Et ce n'est pas du tout évident quand on sait qu'on a la justice juste au-dessus de nous. Oui, et puis on entend bien, David, ce que vous dites. Effectivement, on a envie de solutions radicales pour que ça puisse s'arrêter. Parce que là, ce sont des policiers, des gendarmes qui sont victimes. Et parfois, effectivement, je me rappelle de ce jeune homme dont on avait parlé. Comment il s'appelle? C'était Mathis, 19 ans, à Lille. On avait reçu sa maman en exclusivité en pleurs sur Europe 1. Voilà, nos enfants sont victimes de ces refus d'obtempérer. Merci, David. Peut-être un dernier mot, David? Oui, j'ai été volontairement provocateur parce que, je vous explique, mon père a fait 35 ans de nuit. Mon père est flic. Était flic, il est à la retraite. Il a dû connaître. Donc ces histoires, je les connais de l'intérieur. J'ai travaillé en sécurité. Je suis tireur sportif, donc le choix de sortir une arme létale, je connais aussi. Juste pour dire, le problème justement, c'est que c'est l'idéologie qui est derrière et la menace et les sanctions qui pèsent sur les policiers et le manque de formation qui font qu'on ne peut pas appliquer cette méthode-là. Mais croyez-moi, le policier qui a tiré sur Naël, plutôt que de le mettre en prison, il aurait fallu le décorer. Parce qu'il a évité que d'autres personnes innocentes meurent. Donc c'est bien là tout un problème, c'est toute une idéologie qui est à refaire, tout un système qui est à rebâtir, à repenser. On parlait de la prison et de la menace. Pourquoi les gens font des refus d'obtempérer? Mais parce que même la prison ne fait plus peur, c'est un hôtel. On parle de la prison de Vendin-le-Vieil, qui est un quartier à hyper haute sécurité. Le type, il a le droit de sortir, faire une demande d'échéancier de ses dettes. Mais on va où? C'est pas une prison, c'est un hôtel. Là, à partir du moment où toute l'idéologie est biaisée, les flics ne pourront jamais faire leur travail et on continuera à pleurer des flics qui se font traîner sur 22 mètres, on continuera à pleurer des Matisse, on continuera à pleurer tout ça. Excusez-moi, moi, un Naël, je le pleure pas et je ne pleurerai jamais ces gens-là. Mais donc ici, on peut se permettre de ne plus pleurer des Matisse et des gendarmes de police, des Éric Commun et compagnie, ben franchement, je préfère. Donc si mes propos choquent, je m'en fous. En attendant, il faut changer la juridiction, il faut que le législateur se penche sincèrement sur une refonte totale du code pénal et des armes qu'on donne aux policiers. Voilà. Merci David, vos propos effectivement choquent et vous avez le droit de vous exprimer. Moi-même, la mort de Naël, moi-même me touche. Vous dites que ça ne vous touche pas, moi ça me touche. Toutes les morts, voilà, tous les morts, moi ça me touche. Et évidemment, j'entends bien aussi lorsque vous dites que ce policier n'aurait pas dû aller en prison parce qu'il a sauvé des vies, il aurait dû être décoré. C'est votre avis, on peut bien l'entendre. Merci infiniment David d'avoir appelé en direct sur Europe 1. Nous avons Yves Richard qui nous appelle de Saône-et-Loire. Bonjour Yves Richard. Bonjour Christine. Écoutez, je suis complètement d'accord avec David. Il faut d'abord doubler, tripler les entraînements de ces policiers dans des situations justement où, comment dirais-je, dans ces situations-là, si vous voulez. Et il faut qu'ils puissent tirer, peu importe. Alors, on va essayer de les entraîner pour que ça ne soit pas létal. Maintenant, si ça l'est, c'est pas grave. À un moment donné, ça suffit. Il faut remettre de l'ordre. Et comme disait David, les prisons, c'est des hôtels. Moi, j'avais mon frère qui était policier. Ils ont, comment dirais-je, intercepté des courriers. Ils se félicitaient d'être en prison parce que après, quand ils sortent de prison, ce sont des caïds pour les autres dans les cités. Donc, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Il faut, ça suffit. Tous ces hommes politiques qui sont mous du lacet. C'est insupportable d'entendre Monsieur Nunes, les autres, machin. Non, ça suffit. Il faut frapper fort. Il faut que les gens comprennent qu'à un moment donné, l'ordre, c'est l'ordre. L'ordre, c'est l'ordre, l'autorité, c'est l'autorité.
c'est plus possible de voir tous ces policiers qui se font tuer, qui se font accidenter, tous ces jeunes qui se font écraser, le fils du restaurateur qui s'est fait écraser par un mec qui était drogué, etc. C'est plus entendable. C'est plus entendable. Il va falloir. Oui, alors on peut critiquer Trump, qui est un tout fou, mais lui, quand il dit les choses, il les met en place et il le fait. On a besoin d'hommes politiques solides. Bon, ça suffit, tous ces gens-là qui ne font que blablater et défiler, faire des marches blanches. On en a ras-le-bol des marches blanches. C'est terrible. Moi, il y a des fois, je suis devant ma télévision et j'ai envie de pleurer pour ces victimes, ces enfants, ces femmes violées, ces policiers qui sont traînés. Ça suffit, stop. Merci à Yves Richard pour ce coup de colère et ce cri de désespoir que vous donnez en direct sur Europe 1. Et qu'est-ce qu'on vous entend effectivement. Et puis effectivement on les compte, ces victimes, le fils de Yannick Aleno, et oui, le Mathis, effectivement toutes ces familles endeuillées que l'on n'entend pas ou qu'on en a peu entendu. Effectivement on se sent complètement impuissant. Merci infiniment d'avoir été en direct avec nous. Merci Bruno Pomar d'avoir été avec nous. Si vous voulez rester avec nous, peut-être Bruno Pomar, peut-être pour le prochain sujet, je vous laisse réfléchir.